Zéphirin Quadio. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour ces 20 minutes consacrées à la contestation post-électorale au Bénin. Les deux principaux candidats de l'opposition ont déposé leur recours devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a une dizaine de jours pour trancher avant la publication des résultats définitifs. Adrien Ngbenji et Abdoulaye Bio Tchané dénoncent entre autres l'organisation de fraudes massives. Ils évoquent l'existence de faux bulletins et de bureaux de vote fictifs, ainsi que la livraison d'enveloppes de dépouillement hors délai et non scellés. Ils sont soutenus dans leur démarche par le Front républicain des candidats pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Un front qui regroupe au total 8 des 14 candidats du scrutin du 13 mars. Je rappelle que jeudi dernier, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation de jeunes partisans de l'opposition à Cotonou. Dès vendredi, Saïd Djinnit, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, a appelé à des efforts pour éviter que la contestation post-électorale ne conduise à des violences comme en Côte d'Ivoire. Une crise politique est-elle en train de naître au Bénin, un pays considéré jusqu'ici comme un modèle démocratique? 33 1 53 92 64 40 au standard. Adrien. Bonjour. Vous êtes à l'antenne. Vous venez d'entendre Mesmer Omer qui est opposé à l'appel de l'opposition contre la victoire de Boni Yayi. Quelle est votre position sur cette question? Bon, écoutez, depuis 1960, moi, Adrien, j'ai déjà la soixantaine d'âge. Et depuis 1960, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin on a organisé des élections présidentielles que je peux appeler hold-up électoral, braquage électoral, en violation de la loi électorale, puisque on nous a présenté une lépie taillée à la mesure de M. Boni Yayi. Eu égard à ça. Alors pour vous, la liste électorale permanente informatisée a été taillée précisément pour monsieur Boni Yayi. Mais pour ma part, oui, la liste électorale devait être une liste pour le peuple et par le peuple. Or, ce que nous avons constaté, même les experts en la matière avaient prévu 18 mois pour avoir une lépie transparente. Mais c'est tout à fait le contraire. La lépie, elle a été taillée à la mesure de M. Boni Yayi. Mais voilà. Pourquoi dites-vous, Adrien, qu'elle a été taillée à la mesure de M. Boni Yayi? Puisque la lépie, en fin de compte, ne nous a pas conduit à une élection présidentielle transparente. Nous avons assisté plutôt à un braquage électoral. Mais ça, on l'a déjà compris. Alors, continuant, moi je donne entièrement raison à Maître Adrien Ngbenji qui s'est autoproclamé président de la République. Puisque Maître Adrien Ngbenji, vous le connaissez, énième fois il a été aux élections présidentielles. Et même en 2006, il n'a pas tardé, il a fait moins de 24 heures pour reconnaître sa défaite. Absolument. Ce qui n'a pas été bien géré par M. Boni Yayi. Et le résultat, donnons raison à Maître Adrien Ngbenji et j'appelle tout le peuple à soutenir la déclaration de Maître Adrien Ngbenji dans ce sens. Très bien, Adrien, nous avons compris votre point de vue. Je sais que les recours ont été déposés, les recours des opposants ont été déposés à la Cour constitutionnelle qui doit trancher dans une dizaine de jours. Eh bien, on suivra évidemment ce dossier. Merci beaucoup, bonne journée à Cotonou. Je propose qu'on accueille Judith, qui est également dans la capitale béninoise. Bonjour Judith. Bonjour monsieur. Bienvenue, nous vous écoutons. Alors, selon moi, toutes les revendications auxquelles nous assistons aujourd'hui étaient prévisibles, dans la mesure où ces élections n'ont respecté aucune loi. Le nombre d'électeurs potentiels était inconnu, le nombre de bureaux de vote était inconnu. Donc, ces résultats auraient dû être reportés. Au niveau des résultats, je trouve... Les élections auraient dû être reportées, Judith, dites-vous, c'est ça ? Selon moi, oui, dans la mesure où les bases sont complètement faussées, elles auraient dû être reportées pour qu'elles soient transparentes.
Et au niveau des résultats, je trouve inadmissible que le porte-parole du président sortant dise, après une estimation de 40% des résultats, un second tour est difficilement envisageable. Et cela a été dit sur vos ondes. Est-ce qu'avec 40%, on peut dire d'emblée qu'il n'y aura pas de second tour? Ça, je me le demande. Et au niveau de la Sénat, qui est une entité qui est censée donner un résultat issu du travail de tous ses membres... Oui, la commission électorale, la commission électorale, la Sénat, voilà. C'est ça. Voilà. Oui. Un seul membre se désolidarise et proclame les résultats dans son bureau, résultats qui seront confirmés quelques jours plus tard par la Cour constitutionnelle. Alors, il faut peut-être que je rappelle, Judith, qu'il y avait des divisions effectivement au sein de la Sénat, joint par RFI le 19 mars dernier. Jérôme Aladaye, le vice-président de la Sénat, avait indiqué que les résultats fournis par les deux opérateurs commis pour s'en occuper devaient être examinés en séance plénière par l'ensemble des commissaires de la commission, ce qui n'avait pas été le cas selon lui. L'absence d'un certain nombre de membres de la Sénat a été confirmée justement par le chargé de communication de la commission, qui a aussi indiqué sur RFI que s'il y avait eu des absents, je cite, ce n'est pas de notre faute, rappelant au passage que les chiffres présentés étaient des résultats obtenus après le dépouillement de près de 85% des suffrages exprimés. Alors, oui, mais je pense que la Sénat, qui est censée être quand même une certaine référence au niveau des élections, je pense qu'ils devraient gérer leurs problèmes avant de proclamer des résultats qui sont quand même d'une importance capitale. D'accord. Très bien, Judith. Merci beaucoup, en tout cas, de votre regard sur la situation dans votre pays. Je voudrais qu'on accueille rapidement Bienvenue, qui nous appelle de Porto Novo. Bonjour, Bienvenue. Bonjour. Oui, alors vous souhaitez nous faire un témoignage sur un mouvement que vous avez lancé sur Facebook. Ok, d'accord. Pour commencer, d'abord, j'aimerais dire que nous venons d'organiser les élections les plus catastrophiques de l'ère de la démocratie au Bénin. Nous sommes partis aux élections sans liste électorale, nous sommes partis aux élections sans connaître le nombre d'électeurs qui étaient inscrits sur les listes électorales. Et tout ça sans liste électorale, il y avait la LEPI qui existait quand même. Il y avait une. Il y avait la LEPI qui existait, mais qui n'était connue d'aucun candidat. Aucun candidat ne savait le nombre de personnes qui étaient inscrites sur la liste électorale. Pouviez-nous parler de LEPI à cette époque-là? Maintenant, en parlant même de l'EPI, cette l'EPI a laissé un rade de milliers de Béninois et seulement dans les zones favorables à l'opposition. Maintenant, pour revenir à l'appel de Maître Adrien Oumbedi, c'est vrai, nous ne voulons pas de scénario à l'ivoirienne au Bénin, mais nous sommes unis au niveau d'un mouvement de jeunes. Nous avons lancé un mouvement de jeunes sur Facebook et nous appelons tout le monde à manifester pacifiquement jusqu'à ce que les réalités sorties des urnes soient connues de tout le monde. Parce que nous, au niveau de notre mouvement, nous savons que les réalités sorties des urnes, ce n'est pas ces réalités qui ont été proclamées par le président de la Sénat, monsieur Joseph Fillon-Lefond. Et maintenant, nous demandons à tous les jeunes qui sont dans ce mouvement que nous allons toujours continuer à manifester jusqu'à ce que ces résultats-là soit proclamé, parce que vous savez, bien sûr, vous venez de le rappeler, le vice-président de la Sénat a donné d'autres résultats qui ne sont pas les résultats donnés par le président de la Sénat. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Sénat alors? Il y a un problème, et ce problème qui se passe, nous voulons le savoir. Oui, bienvenue. Écoutez, la Cour constitutionnelle doit trancher dans une dizaine de jours, je le disais, je le rappelle encore une fois. Merci, bonne journée à Porto Novo. Nous accueillons maintenant Parfait, qui est à Berlin. Bonjour Parfait. Oui, bonjour. Oui. Bienvenue, vous êtes à l'antenne. On écoute votre réaction sur la situation dans votre pays. Voilà, maintenant, pour être bref, d'abord, je vais dire que je soutiens complètement tous ceux qui disent qu'il faut vraiment soutenir Adrien Oumbedi dans son appel. Et puis, pour résumer le président, je dirais tout simplement que c'est un grand hold-up qui a été préparé, disons préparé de loin. Pour que ça, j'en veux pour preuve que déjà avant les élections, il y avait une crise tout le temps. On avait en fait une crise préélectorale qui a duré pendant des années. Pendant les élections aussi, il y avait une crise parce que pour preuve que le président Yahi Boni même a demandé pardon au peuple. Il faut voir ce que ça veut dire. Et c'était pour moi normal qu'après les élections, il y ait encore cette crise post-électorale. Et en fait, l'opposition a accepté d'aller aux élections pour prouver sa bonne foi. Tout en sachant que jamais au Bénin, un président ne peut être élu, ne peut se faire élire au premier tour. Mais justement, puisque le camp adverse a compris que au second tour, les choses allaient être plus serrées, ils ont décidé tout simplement de faire leur forfait au premier tour. Voilà. Alors, que pensez-vous du recours qui a été engagé par les principaux candidats de l'opposition ?
Voilà, d'accord. Moi, je trouve que justement, pour abonder dans le sens, c'est pour rester seulement dans le cadre légal de ces choses-là que l'opposition accepte de faire ça. Puisqu'il faut dire la vérité que toutes les élections, comme les présidents l'ont dit, on est sorti complètement du cadre légal des choses. Et les institutions, que ce soit la Sénat, que ce soit la Cour constitutionnelle en premier lieu, n'ont fait que tricher. Je dis bien tricher sur toute la ligne. Ils n'ont respecté aucune loi. Et puis, moi, je vais même pour dire que les institutions au Bénin, la Cour, qui devait être en fait l'organe suprême, au-dessus de tout, a pris depuis longtemps des couleurs politiques, disons, du pouvoir en place. Donc pour vous, la Cour, pour vous, la Cour constitutionnelle a pris parti. Ben écoutez, on a compris votre point de vue sur le sujet. On va écouter celui de Toby qui est à Oldenburg, toujours en Allemagne. Bonjour Toby. Oui, bonjour. Je vous remercie de m'écouter sur votre antenne. Allez-y. Oui, juste une remarque avant de continuer dans la discussion. Parfait qui vient d'appeler de Berlin. Je tiens à lui rappeler que jamais au Bénin personne n'a gagné les élections après un premier tour. Juste pour lui rappeler que ici en Allemagne, le week-end dernier, l'opposition a arraché, après 60 ans de lutte, juste au premier tour, disons, le land de Baden-Württemberg, des mains de la CDU. Donc, il n'y a jamais, la politique, ce n'est pas une équation à une variable. Hein. Alors, quel est le nœud du problème pour vous, rapidement, parce que vous êtes très nombreux à attendre au standard, donc allez droit au but, s'il vous plaît. Je pense qu'en fait, l'opposition peut mener une fausse discussion au Bénin, parce qu'elle a passé tout son temps à contester, elle a d'abord voté une loi qu'elle-même a commencé par torpiller. Ils ont passé tout leur temps à dire à leurs partisans de ne pas aller s'inscrire sur les listes. Après les élections, cette même opposition dit que jamais il ne peut y avoir un chaos au premier tour. Ils disent qu'ils sont arrivés, ils ont été les premiers, d'abord ils avancent des chiffres de 43%, après ils disent 49%, et quelques jours après, ils disent qu'ils ont gagné les élections. Mais ce n'est pas du marchandage. Très bien, Toby. Très bien. Merci beaucoup, Toby. On va s'arrêter là parce que, encore une fois, je vous le disais, il y a beaucoup de monde au standard. On va écouter Elie qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Merci beaucoup, Toby. Bonne journée à Oldenburg. Elie, bienvenue. Vous êtes à l'antenne. Oh, bonjour, Zéphirin. Oui. D'abord, j'aimerais relever ce que le prédécesseur vient de dire, Toby, quand il dit souvent que l'opposition a refusé à ses membres de se faire inscrire. C'est une aberration puisque le recensement était porte à porte, c'est-à-dire que tu restes chez toi, on vient te recenser. Donc on ne peut pas refuser à quelqu'un de se faire inscrire. Et pour revenir à la question de la contestation, oui. Ils ont pleinement raison. Et puis tout le monde le sait qu'avant même les élections seraient contestées. Une élection à laquelle on participe et personne ne connaît la liste. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas le nombre de votants, le nombre d'inscrits. Personne ne connaît la liste électorale, personne ne connaît le nombre de bureaux de vote. Alors que ça devait être publié même sur Internet 2 semaines ou bien au moins 48 heures avant le scrutin. Jusqu'à la veille, le samedi, on continue de faire enregistrer les gens sur la liste. Personne ne connaît la liste et on s'étonne maintenant que les gens contestent. C'est normal que les gens contestent parce qu'on savait que c'était un coup de force qu'ils ont fait avec leur épi. Les gens laissés sur le carreau. Maintenant, et ça ne devait pas étonner qu'on conteste. Même le candidat qui a 0,5% peut contester et avoir gain de cause. C'est une élection bâclée, c'est un hold-up organisé depuis le début. Donc, c'est que ça puisse prendre, que les contestataires puissent avoir gain de cause. Puisque la police a commencé par agir comme si on était dans un état de siège. On bastonne les journalistes, on arrête les députés opposants, on met la capitale Porto-Novo qui est le fief de l'opposition. D'accord. Donc pour vous, c'est Elie, c'est un constat d'échec, hein, c'est ce scrutin du 13 mars dernier. En tout cas, merci de votre témoignage. C'est malheureusement le mot de la fin. Nous arrivons au terme de l'émission. Demain, nous parlerons du procès Hissène Habré. Je vous rappelle que Dakar et l'Union africaine ont décidé de créer une cour internationale ad hoc au Sénégal pour juger l'ex-président tchadien, réfugié au Sénégal depuis 1990. Il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. S'achemine-t-on vers la tenue du procès d'Hissène Habré, comme l'espèrent depuis des années les familles des victimes de l'ancien dictateur? Qu'en pensez-vous? Pour participer, appelez dès maintenant au 33 1 53 92 64 40. À bientôt.